bonjour. Alors là, on vient de voir la résilience territoriale en 2 minutes. Moi, je vais vous raconter un peu l'histoire d'un territoire qui est entré en résilience et comment on y arrive aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de controverses, que ce soit sur les images ou les mots employés. On n'a pas, évidemment, en fonction des histoires de chaque territoire, les mêmes approches. Donc cette petite histoire girondine, elle part d'un sommet de la Terre en 1992 qui a dit, en gros, qui a pris conscience pour la première fois l'interpénétration de tous les enjeux sociaux, écologiques, démocratiques, voilà, je passe, en gros tous les enjeux et se rendre compte que tout était lié. Il a fallu un peu de temps pour que ça monte au cerveau des collectivités en général, de tous les acteurs en particulier. Je pense que là, le Covid a bien aidé à comprendre qu'on y est. Il était temps. C'est à ce moment-là qu'au niveau international a été défini par l'ONU l'agenda 21 mondial, ce qui veut dire tout simplement agenda, ce qu'il faut faire pour le 21e siècle. Ça a pris un peu de temps pour les collectivités territoriales, surtout au niveau français. En gros, ça s'est monté au cerveau avec Johannesburg. Donc en 2002, où là, il y a eu une grosse vague d'accompagnement des agendas 21 locaux, puisque c'est aussi une invitation de ce programme d'action mondiale, de dire que finalement, pour pouvoir prendre en compte et mettre en œuvre les choses de manière transversale, c'est au local que ça se passe. Donc cette invitation à l'agenda 21 local, le département de la Gironde l'a prise et s'y est engagé en 2004, et on est, pour tout vous dire, au 4e agenda 21 aujourd'hui. Mais c'est aussi pour dire, nous, comment on est rentré dans la résilience. Premier agenda 21, l'idée, c'était de faire des actions phares. Il fallait qu'on montre qu'on pouvait agir. On avait un espèce de kit, il faut agir là-dessus, donc on fait telle action, puis ça se voit, et puis c'est bien, etc. Deuxième agenda 21, si c'est bien d'avoir des choses qui nous permettent de faire la preuve qu'on est en capacité d'agir. En même temps, ça serait quand même pas mal que ça soit partout, tout le temps, et qu'on l'évalue. Donc là, on est rentré dans l'amélioration continue, dans le pilotage, dans le suivi intégré, dans la RSO de l'organisation, des milliers d'indicateurs, voilà. Ensuite, on s'est dit, c'est bien de savoir qu'on sait agir, c'est bien de savoir évaluer et de l'intégrer partout, tout le temps, mais c'est bien qu'on garde du sens et que surtout que toute cette énergie-là, elle soit mise au service de l'action à la hauteur des enjeux et qu'il y ait des vrais impacts au regard des enjeux. Là, ça fait un peu plus mal. Donc là, on se dit, mais finalement, on doit changer de manière d'approcher les choses. Pour arriver à cette logique d'impact, on va passer de ce qu'on appelle une gouvernance mécanique, c'est pour ça les écrous sur la fin de la vidéo. Je pense qu'il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on sorte de cette approche mécanique qui traite tout de manière découpée, qui rigidifie, qui sectorise, qui administre, qui gère, qui considère le monde comme certain, connu, maîtrisable, contrôlable, pour comprendre avec humilité que le monde il n'est plus comme ça aujourd'hui et que nous devons inventer d'autres modes de gouvernance, d'autres modes d'action qui prennent plus d'humilité, qui prennent plus d'agilité et qui sont pas dans la performance et dans la croissance, qui sont juste de faire avec ce qui est vivant dans notre monde et ce qui est en péril aujourd'hui. Et c'est ça la question de comment on atterrit, comment nous on est atterri en résilience, c'est comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est en danger, comme jamais. Cet été, il y a eu le rapport du GIEC, on en parlait tout à l'heure. Vendredi, il y a l'ONU qui a hurlé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu, en disant mais on n'y est pas du tout, c'est-à-dire que le GIEC a été très optimiste, ce qui arrive c'est dramatique. On a l'UICN sur la biodiversité qui a hurlé mi-septembre en disant la biodiversité est en train de s'effondrer. On a Oxfam et tout un tas d'ONG qui sont sur la solidarité, qui hurlent en disant les inégalités s'accroissent partout. Qu'est-ce qu'on fait en fait ?
Et donc cette entrée en résilience, elle s'est appuyée sur l'agenda 2030. Alors agenda 2030, ça fait encore un mot de code un peu compliqué, mais en gros, on était sur agenda 21, ce qu'il faut faire pour le 21e siècle. Et à un moment donné, on a dit, si on attend la fin du 21e siècle pour y aller, on est tous cuits. Donc on rapproche les échéances, on dit, voilà, il faut un certain nombre d'objectifs à tenir en 2030. C'est ça l'agenda 2030. Et donc là, nous, on est en train de définir l'acte 4. Ça tient, c'est pas un programme d'action, il n'y a pas des milliards d'indicateurs. Ça tient en une page. C'est un mouvement qui passe d'une gouvernance mécanique à une gouvernance symbiotique et qui va s'imprimer, évidemment, pour le département dans sa gouvernance interne, en lien avec tous les acteurs de l'innovation territoriale et en interface permanente avec les habitants et tout vivants et non vivants du territoire. Donc là, on rentre dans une logique de transformation et c'est dans ce cadre-là que l'on définit notre entrée en résilience. Donc comment on y est allé ? On y est allé, une des premières actions primordiale pour moi aujourd'hui, c'est la formation. C'est le bienvenu dans ton monde. C'est comment on prend connaissance, comment on prend au sérieux la situation dans laquelle nous sommes. Donc on a fait avec un prestataire externe qui s'appelle Moodpoint, qui fait une conférence électrochoc. Donc là c'est bienvenue dans ton monde, ça bastonne un peu. Et on a le président donc qui a dit lui, moi je veux aller sur de la résilience territoriale. Alors là, évidemment, il y a tout le monde qui est arrivé en disant résilience, ça n'a pas de sens, c'est cyrulnique, ça c'est les acteurs sociaux. Il y a les gens, les ingénieurs qui sont arrivés en disant la résilience territoriale, c'est un peu la définition qu'on a, c'est ça, c'est casé, c'est dans des tableaux Excel. Et il y a des gens qui disent pourquoi encore un mot nouveau, etc. Je dis mais juste qu'on le définisse ensemble en fait. Donc là, le parti pris, ça a été de définir ensemble. Donc d'abord de savoir de quel monde on parle et de quoi on parle. Donc avec formation de tous les collaborateurs du cabinet du président, formation de tous les élus, formation des agents. Plus de 500 agents ont été électrochoqués et sont maintenant des agents spéciaux de la résilience. On a des promos de services civiques qui sont agents spéciaux de la résilience. Ils ont ça sur leur CV maintenant, c'est important. On a formé aussi des citoyens. Et on a travaillé sur des projections, sur les « et si ». C'est aussi se préparer à ce qui est prévisible, mais aussi se préparer à ce qui est imprévisible. Et si demain je n'ai plus de numérique sur mon territoire ? Et si demain il y a tellement de moustiques qu'on peut plus prendre l'apéro ? Celle-ci, elle marche à tous les coups, c'est terrible. Et si demain il y a plus d'eau potable au robinet ? Et si et on les manipule ces « et si », à la fois et si demain il y a plus de culture, et si demain il y a plus d'artistes, et si demain il y a plus de liberté. Il y en a qu'on a éprouvé quand même là avec le Covid. Donc le manipuler, c'est pas le faire advenir, c'est se préparer et c'est être prêt. Donc se projeter dans ces futurs souhaitables, dans les futurs non souhaitables et dans d'autres quotidiens, dans l'organisation et sur le territoire, en disant et si ça, mais en quoi ça pourrait être mieux ? En quoi on pourrait mieux vivre et comment on ferait pour faire grandir le fait qu'on vive mieux ? Même dans une situation de crise, même dans une situation de risque, etc. Donc la définition, je vous dis, nous on n'a pas mis 2 minutes, on a mis 9 mois, et elle est toujours work in progress, parce qu'on s'est dit, ben voilà, c'est aussi prendre en compte que le fait que les enjeux évoluent, qu'on a des perceptions de ces enjeux qui évoluent, et donc la définition elle n'est pas statique. Alors on est évidemment parti de la définition des 100 villes résilientes au niveau international, et on a travaillé sur la base de CSI en disant mais c'est quoi pour nous la résilience territoriale, avec le fait que nous soyons aussi un département et qu'évidemment il y a une question sociale qui prime aussi dans la manière d'aborder les choses, le fait que pour nous l'entraide et le pouvoir d'agir sont des éléments qui sont primordiaux, donc on a aussi pris les définitions de momentum, etc., avec les logiques de résilience commune. Et ce mariage entre résilience territoriale et résilience commune est primordial. Et surtout quand on a travaillé pendant plus de 9 mois avec les acteurs, donc là on a fait une presta extérieure, avec les acteurs locaux, avec les agents territoriaux, avec les citoyens, on est arrivé à deux sujets, 2 axes
Et ces deux axes, ils me semblent super importants parce que c'est dire en fait résilience territoriale, c'est effectivement faire face à ce qui est là et à ce qui advient, et faire face pour protéger des besoins. Mais ces besoins, ils étaient de deux ordres. Et ces besoins de deux ordres, ils sont vraiment très importants parce qu'il y avait évidemment les besoins vitaux, manger, boire, respirer. Ben voilà, là c'est basique, sinon après on parle pas grand-chose. Mais au même niveau, à la même hauteur, il y avait les besoins démocratiques. Agir, s'impliquer, transformer. Et le fait de lier ces deux formes de besoins, c'est très important parce que on ne sera pas de la résilience territoriale par une mécanique territoriale. Et on ne sera pas sur la résilience territoriale par une biologisation de la vie, du vivre ensemble sur nos territoires. Nous ne sommes pas là que pour vivre, nous sommes là pour bien vivre ensemble sur nos territoires. Et donc à un moment donné, ne pas sacrifier aux logiques de flux, aux logiques mécaniques, aux logiques biologiques. Nous sommes des êtres humains en interconnexion avec le vivant et le non-vivant sur nos territoires pour avoir une vie pleine et épanouie et épanouissante. Donc nous, ces trois mots-clés, anticiper, s'adapter, transformer. Oups. Donc ensuite, autre étape, ça a été de communiquer pour embarquer. Alors, communiquer de manière simple, je vous dis, sur ces besoins vitaux, manger, boire, respirer, sur le fait d'anticiper, de faire ensemble, d'innover, de prendre soin. Un numéro spécial du magazine Gironde qui a été envoyé dans toutes les boîtes aux lettres de tous les Girondines et Girondins. Une tribune dans rue 89, tribune politique, etc. En pleine crise Covid, dire, ouais, opération résilience chiche. Ça veut dire qu'on lâche pas. Pour nos élus, la formule, c'était répondre aux urgences et préparer demain. Et même quand il y a les urgences, pas lâcher le fait qu'on prépare demain, évidemment répondre. Hop. Donc combiner les ingrédients, je vous parle de cette entrée en résilience parce que voilà, il y aura pas, je pense pas qu'il y ait de kit, il n'y a pas le petit manuel de comment tu fais bien la résilience et que le soin qu'on prend au chemin que l'on fait avec l'ensemble des acteurs concernés au sein de l'organisation et au sein du territoire, pour moi, est primordial. Donc, juste rapide, je vous ai mis les ingrédients de la potion magique d'une entrée en résilience pour nous, qui sont peut-être pas les mêmes pour vous. Le fait de viser la haute ambition démocratique, on a mis en place un panel citoyen où on a travaillé pendant 6 mois avec 39 citoyens en leur posant la question comment faire face ensemble aux enjeux environnementaux et sociétaux. On a lancé un budget participatif pour les jeunes en disant mais voilà, proposer pour de la résilience territoriale, proposer des projets, des idées. On a formé tous les citoyens et on continue à le faire, formation des citoyens et des acteurs locaux avec un MOOC gratuit, donc c'est des cours en ligne que chacun peut faire à son rythme sur les enjeux de la résilience, mais aussi ces leviers de bascule, par quoi on peut commencer, qu'est-ce qui va commencer à nous mettre en mouvement pour vraiment changer de posture, et aussi des actions un peu phares d'ailleurs pour inspirer. Enclencher des premiers pas qui comptent. Il y a des choses, notamment quand on est dans des collectivités territoriales, les gros impacts, c'est les marchés publics. Les gros impacts, c'est notre manière de faire le budget, c'est notre manière de construire, etc. On attaque par là où c'est gros, en fait. Voilà, on y va pour de vrai. Des défis de transformation qui prendront un peu plus de temps, donc qui sont posés à 2030, qui donnent des premières perspectives, mais qui peuvent être aussi revues en cours de route. C'est pas une planification. Préciser évidemment la vision et la contribution du département, sachant que le département ne peut pas être le seul acteur ni le chef de la résilience territoriale. Par contre, clairement, il situe sa contribution dans un territoire en voie de résilience. Donc avec des éléments de stratégie et une contribution qui a été définie fin 2020. Le fait d'outiller, développer des communautés apprenantes, parce qu'en fait là clairement, ce qu'il faut apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant, et c'est important d'avoir aussi ce côté réflexif sur la manière que l'on a d'apprendre de ce que l'on fait.
Un guide pour les communes et les groupements, un petit calculateur en ligne pour savoir le taux de résilience en projet, un serious game, les 33 SI justement pour se mettre dans ce mouvement-là, et une logique et le lab d'innovation publique, la base pour se transformer, donc avec l'accompagnement au changement de pratique, au changement de modalité de sollicitation de l'intelligence collective, au changement de manière de concevoir et de mettre en œuvre et de suivre les projets. Et donc ce labo s'appelle La Base au niveau Nouvelle-Aquitaine, et un format pour les territoires qu'on appelle les labos mobiles, où on accompagne des territoires qui ont en résidence de compétences d'innovation, qui ont des ambitions de transformation radicale. Et là, mais on va avec eux pour les aider à aménager les conditions de cette transformation qu'ils souhaitent conduire. But du jeu, c'est d'accélérer en commun pour être à la hauteur des enjeux, parce que la seule bonne nouvelle du dernier rapport du GIEC, c'est que si on fait des changements drastiques, on a une manière d'influer sur la situation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On n'avait pas ces éléments de connaissance-là. La très mauvaise nouvelle de vendredi, c'est qu'on devrait faire moins 45% sur nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et que depuis la dernière fois, on a fait plus 16%. Donc on n'est carrément pas sur la route. Voilà. Merci beaucoup, Madame Chabot.